Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de Haut Grand Camino, étape 2, alors que le chat a décidé d'aller dans la litière, comme d'habitude à la même heure. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé sur cette journée, sur cette étape numéro 2, avec un Danois qui a été performant, un Colombien qui est de retour. Enfin, ça a été une très très belle journée malgré la pluie. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. EPS 2.0 sur la plateforme de podcast, YouTube et TikTok, les shorts, juste après l'arrivée des grandes compétitions. Vous en avez un déjà sur Grand Camino et sur l'UAE Tour. Et puis demain, ça va être important parce que vu que la journée va être très intense avec beaucoup de jours de course, beaucoup d'épreuves demain. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks, la petite cloche également. Comme ça, vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne Grand Camino. Alors hier, j'avais pas fait le débrief de la première étape. Pourquoi j'ai pas fait le débrief de la première étape? Eh bien, tout simplement parce que c'était un contre-la-montre, mais qui ne comptait pas pour le général à cause des conditions climatiques. Il y en a quand même quelques-uns qui ne l'ont pas fait à fond. Ce qui fait que c'était compliqué d'analyser quand même les résultats, parce que vous avez des coureurs qui l'ont fait à fond, des coureurs qui ne l'ont pas fait à fond. Elle a décidé de détruire la litière, hein. C'est un cauchemar. Depuis, donc les conditions faisaient que c'était dur à analyser. Bon, comme ça comptait pas pour le général, que j'avais aussi à faire les présentations du Umloud, de la Drôme, de l'Ardèche Classique, que j'ai répondu à énormément de commentaires hier sous la vidéo de Patrick Lefebvre. Je crois qu'il y en a eu 150. Forcément, ça m'a pris du temps de répondre aux commentaires. Donc, Grand Camino, ça a un peu passé à la trappe. Mais on va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé aujourd'hui sur cette deuxième étape. Hier, Joshua Tarling a gagné le contre-la-montre. Et donc aujourd'hui, c'était le vrai début de cette épreuve dans des conditions climatiques qui étaient extrêmement compliquées avec le vent, la pluie, et surtout la pluie. Ils se sont pris des seaux d'eau, le froid, parce qu'il faisait vraiment pas chaud. Alors, Grand Camino, c'est la première fois que je le suis intensément. C'est vrai que c'est une épreuve où il fait jamais beau temps. C'est-à-dire que c'est vraiment une épreuve. Alors là, cette année, c'est quand même quelque chose, mais c'est toujours une épreuve où les conditions climatiques sont difficiles. Alors, on a eu une grosse échappée de 12 coureurs qui a très bien résisté jusqu'en dans la dernière difficulté avec Asparen et Molnar. Très belle course de Molnar, le néerlandais. Et puis derrière dans le peloton, on avait Visma, EF roulait pas mal. On a vu notamment Rigoberto Urán faire une grosse descente avant la dernière difficulté du jour. Puis c'est vraiment dans la dernière difficulté du jour que ça a commencé à s'activer quasiment dès le pied. Vingegaard a accéléré, une accélération typique du Danois, assis sur sa selle. Et puis Bernal a résisté, Cepeda a résisté, pas Cepeda de F, Cepeda de Carural, même si dans un cas comme dans l'autre, il ne faut pas vraiment les avoir dans la roue, parce que ils vous aident pas énormément. Bernal n'a pas été hyper aidé par Cepeda. Et puis les deux, avec Molnar aussi à un moment, il y avait les trois dans la roue, sauf que quand Vingegaard a réaccéléré, bien que ça soit Bernal ou Cepeda n'ont pas pu résister. Bernal est quand même celui qui a lâché en dernier. Et dans la descente, Bernal et Cepeda se sont réunis. Haüttebroek et Martinez ont attaqué également dans la descente, mais ils étaient trop loin. Et au final, Vingegaard s'est imposé devant Bernal, Cepeda, Haüttebroek, Martinez pour le top 5 de cette journée. On regarde tout de suite les coureurs au top. Attaque de Marlou! Du côté des coureurs au top, le vainqueur du jour, Jonas Vingegaard. Bon, premier jour de course, deuxième jour de course, parce que hier, c'était aussi une journée de course. Pour Vingegaard, c'est sa reprise. Il est sur les mêmes bases que l'année dernière, quoi. Grand Camino, c'est sa course, maintenant. Et l'année dernière, il avait gagné toutes les étapes. Je crois me rappeler. Là, c'est sûr qu'il a été impressionnant, quoi. Dès qu'il accélère, tu sens que c'est compliqué. C'est compliqué. Au départ, il fait même un écart par rapport à Bernal et Cepeda qui ont réussi à revenir ensuite dans un deuxième temps, parce qu'au départ, il fait vraiment un trou dès sa première accélération. Donc, la forme est, on va dire, il est au même niveau de conditions physiques que l'année dernière. Il n'est pas
j'ai pas l'impression qu'il soit plus en avance, il n'est pas plus en retard non plus. Il est en forme comme l'année dernière et ça reste Vingegaard. C'est-à-dire que aujourd'hui le meilleur grimpeur et surtout l'un des meilleurs rouleurs du monde, le coureur de par étape par excellence, on va dire, arrive à sortir, derrière c'est compliqué quoi. Surtout qu'il n'y a ni Pogacar, ni Remco Evenepoel, donc c'est sûr que Bernal a quand même été bon, mais derrière, tout de suite, ça a fait l'écart. Ça a fait l'écart tout de suite. Et même sur une montée comme ça, qui n'était pas très longue, il arrive déjà à faire un petit écart. Et bon, oui, pour le général, même s'il n'y avait pas le chrono, certains se disaient « Oh, peut-être que sans le chrono, on pourra peut-être aller taquiner Vingegaard ». Eh bien, Vingegaard, je crois, leur a montré aujourd'hui que non, ça n'allait pas être possible. Je pense qu'il a bien explosé la concurrence aujourd'hui. Alors on va voir quand même si demain il n'y aura pas un contre-coup, parce qu'on reste en début de saison, on reste sur une forme qui n'est pas encore optimale, et ça veut dire que des fois d'un jour à l'autre il peut y avoir des fluctuations, surtout qu'aujourd'hui il a quand même fait assez froid, du vent, des conditions climatiques étaient difficiles, donc on verra si demain ou dimanche il n'y a pas un contre-coup physique, mais s'il n'y a pas de contre-coup physique, oui, ça va être dur d'aller chercher Jonas Vingegaard sur cette semaine de course en Espagne. On continue avec Egan Bernal. Egan Bernal, peut-être en fin de retour. Il y avait eu un petit peu l'annonce de ce niveau de performance-là au championnat de Colombie, où il fait un sacré numéro quand même, derrière Restrepo. Mais c'est vrai que Bernal, il est dans la même situation qu'Alaphilippe. C'est-à-dire c'est des mecs qui, ça fait 2 saisons que c'est compliqué, pour des raisons... alors, même pas vraiment des raisons différentes, parce que la saison 2022 d'Alaphilippe est émaillée par les chutes et par les blessures. La saison 2022 de Bernal, forcément ça commence mal. Janvier, il se prend un bus dans la tête. Donc c'est sûr qu'ensuite il a... La différence, c'est qu'Alaphilippe a couru un peu plus que Bernal, parce que vraiment Bernal, je crois qu'il a 15 jours de course, 18 jours de course sur l'année 2022. Mais en 2023... La saison n'a pas été exceptionnelle, que ça soit pour Bernal et Alaphilippe, c'était bien en deçà de ce qu'ils étaient capables de faire avant l'année 2022, et forcément on les attend au tournant en 2024, parce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait 3 saisons d'affilée catastrophiques, parce que dans ce cas-là, ta réputation en prend un sacré coup. Donc c'est vrai que Bernal, il sait que cette année il est attendu au tournant, comme Alaphilippe, dans le même cas, pour l'un comme pour l'autre. Et du côté d'Egan Bernal aujourd'hui, eh bien, il a été bon, il a suivi quand même une accélération de Vingegaard. Alors certes, il est sur 3 bornes et derrière il a craqué, mais je trouve que c'était très très bien, et surtout j'ai regardé sa descente. Et je trouve que la descente, il a retrouvé de la confiance. Parce que Bernal, il avait aussi un peu perdu de confiance sur son vélo, c'est-à-dire sur ses capacités techniques sur le vélo. Et là, dans la descente, c'était plutôt pas mal quand même ce qu'il a fait. Surtout que les descentes étaient rapides aujourd'hui. Avant la dernière difficulté, c'était une grosse route large, mais on atteignait les 90 km/h facile, et sur une route qui était détrempée complet. Et ensuite, l'autre descente, il y avait une chicane un peu technique, un peu à l'aveugle. Et là, j'ai regardé Bernal dans cette zone-là, parce que je l'avais repéré avec Vingegaard auparavant. Et là, j'ai trouvé que Bernal, c'était pas mal dans cette zone-là. Alors ensuite, il a attendu Cepeda. Je suis pas sûr que c'était l'idée du siècle de la part de Bernal. Je pense qu'il aurait mieux fait de continuer tout seul. Et je pense qu'il s'est dit, le peloton n'est peut-être pas loin, sauf que le peloton était déjà distancé à ce moment-là. Était déjà à une bonne quinzaine de secondes. Mais bon, voilà, il a voulu attendre Cepeda. Et puis derrière, il prend quand même la 2e place derrière Vingegaard, donc il confirme que c'était le meilleur des autres aujourd'hui. Mais belle journée pour Egan Bernal, surtout qu'à l'inverse, chez Ineos, Rodriguez n'a pas été exceptionnel. Donc non, ça s'est bien passé pour Egan Bernal. Alors certes, on va me dire, c'est que Grande Camino. Je suis d'accord, il va falloir voir si ça tient dans le temps, parce que l'année dernière, il avait fait 1 à 2 coups d'éclat dans l'année, sauf que ça n'avait pas tenu sur le long terme. On se souvient notamment, il avait été 4e sur le Tour de San Juan, sur l'étape qui arrivait en montée. Donc on sait que c'est un concurrent qui est capable de faire 1 ou 2, 3 coups d'éclat. Maintenant, il va falloir voir si ça va tenir dans le temps. Mais c'est vrai qu'entre là, les championnats de Colombie sur route, la course en ligne, c'est plutôt rassurant sur l'état physique de Bernal, parce que moi quand je l'ai vu, je me suis dit oui, c'est Bernal, parce que j'ai vu un maillot Ineos, vous savez, tout le monde était sous les kawaii, et je me suis dit, j'ai surtout vu le vélo en fait, noir et rouge, je me suis dit oui, c'est un Ineos.
Je me suis dit, bah oui, c'est pas Rodriguez, ça. C'est Bernal. C'est Bernal, mais non, il a été fort aujourd'hui et ça va lui redonner de la confiance. Celle-là va faire du bien, je pense, à Bernal. Ce soir, il va être satisfait et ça va lui redonner l'envie de repartir à l'entraînement parce que celle-là fait bien. Elle fait du bien à Egan Bernal. Donc on va voir encore une fois si demain, après-demain, il peut tenir cette place-là. Mais déjà hier sur le chrono, il était pas mal, hein. Je crois qu'il était à 1 minute de Tarling, 50 secondes de Tarling, alors que Tarling il a fait un sacré chrono hier. Donc il était pas mal Bernal quand j'ai regardé le contre-la-montre. Donc là il poursuit, donc ça c'est une bonne nouvelle. Molnar, alors lui aussi il poursuit parce qu'il avait fait déjà une belle perf sur... Alors, je crois que c'était le Tour de Valence, Tour de la communauté de Valence. On l'avait vu, Molnar, dans cette équipe des îles Baléares. Et bien là encore, un sacré numéro parce que l'échappée est partie assez vite, mais alors les conditions climatiques quand même catastrophiques sur cette journée. Donc quand tu es en échappée, c'est pas simple. Alors c'est pas simple aussi dans le peloton, mais là c'est vrai que dans l'échappée, tu prends des relais, surtout qu'ils se sont retrouvés quand même assez loin de l'arrivée à deux avec Asparen. Donc il a fallu faire le job à deux. Les relais reviennent vite. Asparen, c'est pas un banquignol. Et puis derrière, tu avais quand même du monde. Et derrière, donc dans la dernière difficulté, il arrive à partir. Sauf qu'il se fait reprendre par Vingegaard, mais il a quand même tenu un bon 600-700 mètres dans la roue de Vingegaard, Bernal, Cepeda. Et ça, c'est plutôt costaud de la part de Molnar pour un mec qui est dans une équipe continentale. En plus, il n'est pas si jeune que ça, Molnar. J'avais regardé lors de sa dernière échappée, Molnar, il a 24 ans. 24 ans. Et c'était sur le Tour de la communauté de Valence, sur la première étape où il avait fini quatrième. Il était également dans l'échappée à la Classica Raen. Région de Murcie aussi, c'est sa 5e, 4e échappée depuis le début de saison. Donc oui, c'est le coureur même qui a pris le plus d'échappées. Alors sur la Classica Raen, il a fait 63 km. Donc il n'a pas fait énormément de kilomètres dans l'échappée puisque la journée était assez courte. Mais là aujourd'hui, 135 bandes d'échappées sous la flotte. Hier, il fait 17e temps sur le chrono. Encore une fois, équipe continentale. Donc pas forcément les plus gros moyens pour les vélos de chrono et pour mettre en place des bonnes positions de contre-la-montre, faire des tests en soufflerie. En continental, on ne fait pas de tests en soufflerie. Donc des fois, on n'a pas toujours du matériel en contre-la-montre qui date de l'année aussi. On n'a pas toujours les dernières évolutions. Donc c'est pas toujours facile sur le chrono pour les équipes continentales. Coureur qui est passé par Burgos. L'année dernière, il était déjà dans cette même équipe, mais à l'époque, il s'appelait Electro Hyper Europa, et il a remporté une étape du Tour de Langawi en 2022, troisième du Tour de Castille et Léon au général en 2023, et puis donc le général du Tourul Romaniei, ça c'était en 2019. À l'époque, il était dans une équipe qui s'appelle Monkeyton à bloc continental. Je crois que l'équipe existe toujours à bloc continental, mais voilà, c'est un coureur qui est très intéressant, ce néerlandais, et pour l'instant c'est l'un des baroudeurs les plus en vue de ce début de saison. Il a une sœur, Laura Molnar, qui est dans l'équipe Volker Wessel Women's Pro Cycling Team, et qui a participé à la semaine internationale de la communauté de Valence, voilà, où elle a fini 106e. C'est sa deuxième année dans une équipe continentale, puisque la première année elle était chez Park Hotel. Je ne sais plus si c'est pas la même formation, Park Hotel en passant. Oui, voilà, c'est la même formation, c'est juste que les sponsors ont évolué. Équipe où il y a notamment Valérie Demey, la Belge. On en a parlé notamment sur la présentation du Umloot et Nieuwsblad, parce que cette équipe participera au Umloot et Nieuwsblad. Et cette équipe fera également le Samin des dames et le Umloot van het Hageland, le jour de Kuurne-Bruxelles-Kuurne, cette épreuve du Umloot van het Hageland. On continue du côté des coureurs top avec un dernier coureur top pour cette étape numéro
2, eh bien c'est Raúl García Pierna. Et oui, parce que 9e aujourd'hui, hier aussi, il était pas loin du top 10, je crois me rappeler. Il est peut-être même dans le top 10, il est 7e, voilà, hier. Et Tour de la Provence qui est également très bien, il prend la 3e place. C'est une belle recrue de la part d'Arkea BNB Hotel, parce que quand on l'a vu arriver, Raúl García Pierna, coureur de Kern Pharma, bon, je me suis pas dit tout de suite, tiens, on est sur un grand talent qui va nous émerveiller chez Arkea. Et bah, pour le moment, il fait un très bon début de saison. On rappelle rouleur de base, Raúl García Pierna, champion d'Espagne du contre-la-montre. C'était en 2022, mais il fait un très très bon début de saison. Pour tout vous dire, en 2023, avec le classement Pro Cycling Stats, il avait marqué 136 points. Voilà. Et il en a déjà marqué 57 en 2024. Alors, il a quasiment marqué la moitié des points dans ce classement Pro Cycling Stats par rapport à l'année précédente, alors qu'on est que 23 février. Donc, c'est très très bien ce que fait Raúl García Pierna avec ce très bon Tour de la Provence. 14e également de Serra Tramontana en tout début de saison. Et puis là, 7e, 9e à Grand Camino. Donc, c'est pour le moment une bonne semaine. On verra si ça continue pour le rouleur espagnol, rouleur grimpeur espagnol, Raúl García Pierna. On attaque tout de suite les bonnets d'âne. 2 bonnets d'âne ce soir pour terminer cette vidéo, on parlera également de l'étape de demain. Je commence avec Nelson Poles. 2 minutes aujourd'hui de perdu par Nelson Poles. L'Américain, on a l'impression d'un Nelson Poles qui est loin d'être encore au top de sa condition physique. En même temps, Nelson Poles, c'est peut-être l'objectif, pourquoi pas, des Jeux Olympiques. Ça pourrait être un coureur intéressé. Et puis surtout, les Ardennaises. C'est vrai que l'année dernière, il avait commencé très bien la saison. On se souvient du Grand Prix La Marseillaise. Il avait commencé presque un mois plus tôt aussi, en termes de jours de course. Mais c'est vrai que sur les classiques ardennaises, on a beaucoup vu Benelli, on avait beaucoup moins vu Nelson Poles. Ça s'était pas hyper bien passé pour le coureur américain. Sur ces classiques ardennaises, il avait abandonné l'Amstel et la Flèche Wallonne, 65e seulement de Liège, alors qu'il avait été bon sur Milan-San Remo, sur le Tour des Flandres aussi, où il avait pris la fameuse échappée qui était allée très très loin. Et puis son énorme début de saison. Il avait même commencé au Trofeo Calvia. Je pensais qu'il avait commencé à la Marseillaise, non, c'était Trofeo Calvia, donc il avait repris le 25 janvier. Là, il a repris donc le 22 février la saison. Je pense très clairement, c'est pour décaler son pic de forme et pour arriver plus en forme sur les Ardennaises. Donc, c'est presque rassurant de voir que Nelson Poles n'est pas encore au top de sa condition physique. Ça fait partie des coureurs qui ont aidé, quand même, qui ont travaillé dans la journée aussi. Mais c'est vrai que je me disais, on mise tout sur Hugh Carty. Hugh Carty, c'est pas assurance tout risque ces dernières années. Fini 13e aujourd'hui, Hugh Carty derrière Gaudu, par exemple. Derrière Gaudu, derrière Carapaz, derrière Guerrero. Hugh Carty, mais c'est vrai que je me disais, on mise sur Carapaz, on mise sur Hugh Carty. Et Nelson Poles, lui, il a été un peu plus en difficulté parce que c'est vrai que c'était une étape aujourd'hui à 2759 mètres de dénivelé positif. Donc c'est dans les cordes de Nelson Poles. Mais je crois très clairement qu'il n'est pas encore au top de sa condition physique du côté du coureur américain. Et puis deuxième coureur flop de la journée, lui il a perdu beaucoup plus de temps. Je vous disais, autant Egan Bernal ça s'est bien passé, autant Carlos Rodriguez seulement 63e de l'étape. Il est même, je crois, dernier coureur de sa formation aujourd'hui. Si je ne rate pas, voilà, il est 63e à 9 minutes 22, derrière Fraile, derrière Castro Vieiro, du côté d'Ineos, lui qui avait repris le 12 février avec la Classica Rennes-Parisor, c'est vrai, j'avais oublié. Là, oui, c'est encore un début de saison tout timide pour le coureur espagnol qui aura comme objectif le Tour de France. L'année dernière, déjà, il avait commencé timidement sur le Tour de la Communauté de Valence où il avait pris une 10e place, 4e sur le Tour d'Andalousie ensuite en février sur la Ruta del Sol. Mais voilà, il était quand même dans le top 10 de ces courses-là. Là, c'est vrai qu'aujourd'hui, il est passé complètement à côté. Sur le Tour d'Andalousie, il avait fini pas très loin de Landa, par exemple, qui finit deuxième. Il était à 20 secondes de Landa et devant Enric Mas.
par exemple le coureur espagnol. Là, il est quand même plus loin pour le moment, mais là encore, on a peut-être décalé le pic de forme pour arriver peut-être au top en troisième semaine du prochain Tour de France. Voilà, on a peut-être ajusté le pic de forme, la courbe de forme de Carlos Rodriguez. Mais aujourd'hui, je m'attendais quand même potentiellement à une place voilà, dans le top 10, tu vois, avec les Gaudu et autres. Et là, ça a été bien plus loin, pas dans le coup, Carlos Rodriguez. Donc, il faudra voir si ça se poursuit et surtout si ça se poursuit à Paris-Nice, mais si ça se poursuit cette semaine. Parce que si à Paris-Nice, il est encore en net retrait, là, ça pourrait être un peu plus inquiétant pour le coureur espagnol qui l'année dernière avait quand même fait une excellente saison avec notamment sa victoire d'étape sur le Tour de France. On regarde tout de suite le programme de demain. Étape 3 de Grande au Grand Camino avec Cincio de Limia vers Castello di Ribadavia pour cette journée de 174 km, encore une journée vallonnée avec trois côtes de troisième catégorie au programme et une côte de deuxième catégorie. On commencera avec l'Alto d'Estiva Das, 3 km 7 à 4,6 de moyenne. Ensuite, il y aura un sprint aux bonifications au km 26. Enchaînement au km 58 avec l'Alto de Albergueria, 7 km à 5,9 de moyenne, qui sera la côte la plus longue de la journée, pas forcément avec les plus gros pourcentages. On redescend. Ensuite, quasiment pendant une quarantaine de kilomètres, même s'il y aura un plat, vers l'Alto au Castro de Béro, 6 km 3 à 4,3 de moyenne. Sprint bonification à Ourense de nouveau. On sera à 40 km de l'arrivée à ce moment-là. On passe à Puga et l'Alto do Cuso, 4 km 5 à 5,7 de moyenne, côte de troisième catégorie, qui sera la dernière côte de la journée, avant un sprint bonification 2,5 km après. Donc on aura encore pas mal de faux plats montants, il faudra faire attention à Bouza. Mais ça veut dire également que la dernière difficulté du jour, elle est quand même à 20 km de l'arrivée à Castello de Ribadavia. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on n'aura pas un groupe qui risque de se reformer dans les derniers kilomètres, contrairement à aujourd'hui. Eh bien, il faudra voir. Ça dépendra, je pense, de Jonas Vingegaard, de quelles seront les intentions de Jonas Vingegaard sur cette étape. Donc, on verra ça demain. J'espère faire le débrief de cette journée, mais sinon, il y aura le débrief de l'étape 3 et de l'étape 4 dimanche ou lundi. Tout dépendra de si j'arrive à faire toutes les vidéos, mais ça peut arriver un petit peu tard. Sinon, ça pourrait être également dimanche matin, vu que vous savez que samedi, la journée va être très chargée avec le Omloop homme, le Omloop femme. Il y aura également la Drôme classique, l'UAE Tour, donc plus ce Haut Grand Camino, je veux dire Grande Canaria, ça n'est pas du tout au même endroit. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mec Production. Ciao, ciao!